Bonjour et bienvenue dans BD Sphère, le podcast qui fait le tour du monde de la bande dessinée pour vous en faire redécouvrir ses classiques. Je suis votre hôte, Spades, et il a bichonné son chien et sorti sa plus belle houppette pour m'accompagner. Voici venir Grey Pigeon. Salut Spades. Alors je précise tout de suite, mon chien n'est pas blanc, il est tout noir. Donc aujourd'hui, enfin cette fois-ci même, on a décidé un peu de changer le concept de l'émission. Ouais, c'est un hors-série complètement atypique, puisque déjà on est le 1er avril, j'espère que vous nous écoutez le jour de la sortie de l'épisode, donc on s'était dit qu'on allait faire exactement l'opposé de ce qu'on faisait d'habitude. Donc le concept de Comics Fair, c'est de parler des comics qui nous paraissent trop méconnus, et là donc on s'est dit qu'on allait traiter de l'inverse d'un comics, donc c'est-à-dire d'une bande dessinée franco-belge. Qu'est-ce qui est plus connu que Tintin? On a beau chercher, on n'en trouve pas. Ah, c'est clair, on en reparlera plus tard de ça. Voilà, et donc ça nous semblait être une bonne idée de s'intéresser à cette œuvre majeure de la bande dessinée française. Ou belge, en l'occurrence. Franco-belge, oui, et d'être trop mésestimé parce que considéré comme trop enfantine. Alors dans ce cas-là, tu retournes vers le concept de Comics Fair. Oui et non, parce que en fait, le problème de Tintin, c'est que, comme le dit le slogan du journal Tintin dont on parlera tout à l'heure, c'est de la BD pour les enfants de 7 à 77 ans. Ouais, mais c'est très vrai, hein. On va revenir, mais il y a plusieurs degrés de lecture dans tous les Tintins. Et voilà, c'est ça, et souvent, malheureusement, on oublie qu'il y a plusieurs degrés de lecture en se disant, moi j'ai connu ça gamin, c'est forcément un truc pour les gamins. On va revenir à Tintin. Alors Tintin, c'est dessiné et écrit par Hergé. Hergé, de son vrai nom Georges Rémy, est né le 22 mai 1907 et est mort donc le 3 mars 1983, ce qui fait qu'on va prochainement fêter son 110e anniversaire quand même. Ouais. Il est issu d'une famille moyenne catholique belge, très orientée à droite, mais genre bien à droite. C'était un gamin hyperactif qui se calmait uniquement quand on lui mettait un crayon dans les mains. Dès qu'il pouvait, il se mettait à gribouiller dans les marges de ses cahiers. Et un de ses instituteurs se moquera de lui, justement en disant qu'il faudrait trouver autre chose pour se faire remarquer. Bon, on fait pas une carrière en dessinant, en faisant des dessins. Non, ça se saurait. Ça se saurait. Et le truc, c'est qu'il était très intelligent, mais un peu brouillon comme gamin à l'école. Du coup, suite à une année scolaire mais catastrophique, il va se retrouver mis en pension à l'Institut Saint-Boniface de Bruxelles. Et pour aller là-bas, il va être obligé de quitter sa troupe de scouts pour intégrer celle de son collège. Et ça, c'est un drame pour lui. Durant sa scolarité à l'Institut Saint-Boniface, il va avoir des notes excellentes, sauf en une matière, devine laquelle? Le dessin. Ouais, c'est comme ironique. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il était incapable de respecter les consignes données par son professeur. Mais je crois que c'est pas le seul dans les dessinateurs très connus à avoir eu des problèmes en classe de dessin, parce que ces grands dessinateurs, ils ont une imagination débordante et ils ont du mal à reproduire ce qu'on leur demande de faire. Ils veulent dessiner ce qu'ils ont dans la tête. Ouais, mais là, le professeur était pas complètement con. Il dira Georges Rémy, chez ce garçon, un autre dessin est inné, ne vous en faites pas, on en reparlera. T'es visionnaire, lui. Ah ouais, il avait le nez creux. Bah, on en reparle assez vite, parce que Hergé, donc il va se servir de son talent très vite pour illustrer dans la revue Le Boy Scout. Il va dessiner assez souvent des couvertures, des dessins, des gags. Avec un titre comme ça doit être une revue assez progressiste, j'imagine. Ah oui, c'est une revue verte et toujours prêt. Hein. C'est dans les pages de cette revue qu'il va créer Totor le Boy Scout. On va dire en gros que c'est l'ancêtre de Tintin. Et après ses études, en fait, il va rester dans le domaine des revues parce qu'il va rejoindre la rédaction du journal Le XXe siècle en tant que chargé des abonnements. Donc c'est lui qui recevait les formulaires d'abonnement et qui rentrait les gens dans la base de données, on va dire. D'accord. Passionnant comme boulot. Ah ouais. Bon, faut bien commencer. Hein. Donc il va faire la connaissance au XXe siècle de l'abbé Wallet, un prêtre donc qui est rédacteur en chef du journal, mais qui est aussi en fait un fan de Mussolini, un anticommuniste primaire. Quand je dis fan de Mussolini, il avait même le tableau de Mussolini dans son bureau. Ouais. On est en quelle année là à peu près? C'est dans les années 20. Tout début des années 20, ouais. En fait, l'abbé Wallet va avoir énormément d'influence, malheureusement, en termes de pensée sur Hergé, mais surtout en termes de carrière, parce que Wallet a décidé de l'intégrer à la rédaction d'un petit supplément qu'il venait de penser. Bah oui, quand on est un pro-fasciste, l'intérêt d'avoir un journal, c'est d'essayer de laver le cerveau des gens, et surtout des jeunes. Donc il a décidé de créer un supplément hebdomadaire au XXe siècle qui va s'appeler le Petit XXe. Donc dans le Petit XXe, Hergé va s'occuper de faire des illustrations d'histoire, en fait, jusqu'au jour où, vers la fin des années 20, un de ses amis qui était donc correspondant du XXe siècle au Mexique lui fera découvrir donc les comic strips américains. Cet ami est juste Léon Degrelle, donc un nazi notoire qui va défrayer l'histoire malheureusement. Mais pour en revenir à la découverte du strip,
notamment de Crazy Cat, le très très célèbre strip du début du XXe siècle. Cette découverte va complètement changer la vision du dessin pour Hergé. De simple outil d'illustration, il va progressivement le faire basculer en tant qu'outil de narration, notamment en utilisant des bulles de dialogue et le format des cases. Il va comprendre. Ça nous paraît évident maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, les bulles sont apparues juste avant que Hergé commence à dessiner Tintin. Oui, il y avait Puce et Zig en France qui commencent à faire ça depuis quelques années. Ouais, Zig et Puce. Zig et Puce, ouais. C'était vraiment une nouveauté. Et donc le truc, c'est que vraiment Hergé et tous ces gens de cette époque-là ont vraiment créé la bande dessinée de A à Z. Avec ce nouveau format, il repense intégralement son personnage de Boy Scout Totor. Il décide d'en faire un jeune adulte dont le travail est reporter, vu que lui-même est devenu un jeune adulte et qu'il travaille dans un journal. L'abbé Wallet entend parler de cette idée et décide de s'en servir en tant qu'outil de propagande anticommuniste en demandant à Hergé d'imaginer une histoire où le jeune reporter, qui a été donc rebaptisé Tintin, dénoncera les exactions de la Russie communiste. De janvier 1929 à mai 1930, Hergé fournira 2 planches hebdomadaires, écrites en total impro, le scénario il sait même pas ce que c'est à l'époque, sur un sujet dont il ignore tout. Et il va fournir donc un total de 138 planches et qui vont former en fait l'album que nous on connaît sous le nom de Tintin au pays des soviets. Qui est un album un petit peu difficile à lire même pour nous maintenant parce que c'est très naïf. Ah oui, tout à fait, mais tu nous en reparleras un peu plus tard, je crois. Ouais. Donc une fois cet exercice, on va dire de brouillon fini, et comme il a arrêté Tintin, il va créer donc les personnages de Quick et Flupk, jusqu'à ce que l'abbé Wallet décide de relancer le train Tintin. Et justement, parlant de train, pour annoncer le retour de la BD Tintin, ils ont embauché un jeune acteur qui devait incarner Tintin, qui a été accueilli à la gare de Bruxelles à son retour du RSS, comme s'il était le personnage. Et Hergé accompagnait donc le jeune acteur dans le train. Parce qu'il faut dire que Tintin au pays des soviets, dans le petit 20e, a eu un succès retentissant. Oui, mais justement, Hergé accompagnait l'acteur qui devait incarner Tintin. Lui, il pensait qu'il allait avoir 3 pelots et 2 tendus sur le quai de la gare. Et il arrivait avec une foule ahurissante en face de lui. Et c'est là qu'il a pris conscience que Tintin, c'était un peu plus grand que lui. Parce qu'il faut savoir, en fait, que Hergé, d'un côté, savait, à la fin de sa carrière, savait qu'il avait créé 9 majeurs. Mais il restait quand même très modeste là-dessus. Notamment pour lui, dans toute sa carrière, il a réussi vraiment 2 cases. Donc, notamment dans les cigares du pharaon. Réussir 2 cases quand on a fait des milliers, c'est quand même un peu raide. Et donc, les 4 premières aventures de Tintin, elles vont toutes être écrites comme ça en roue libre. À part sur la dernière, donc les 4 aventures, c'est chez les soviets, au Congo, en Amérique et les cigares du pharaon. Et sur cette dernière, Hergé va commencer à réfléchir à son intrigue sur un plus long terme. En fait, il va avoir quelques semaines d'avance par rapport au lecteur. Mais c'est bien plus que ce qu'il faisait d'avant. L'histoire est pas exceptionnelle dans les cigares du pharaon. Il y a un début de trame, mais c'est pas non plus, c'est pas ce qu'on aura plus tard dans les albums suivants. Voilà. Et justement, l'album suivant, il décide de continuer dans cette lancée en envoyant le jeune reporter en Chine. Et quand il annonce ça à la rédaction du Petit 20e, le caricaturiste Paul Jamin va lui décrire la Chine, comment elle est. Donc, c'est un ramassis de clichés, plus effarants les uns que les autres, totalement bêtes et racistes, voire limite pire que ce qui a été dit, ce qui a été fait dans Tintin au Congo. Et c'est en lisant le compte-rendu des âneries annoncées par Jamin, qui ont été publiées dans le Petit 20e en promotion quand même de l'histoire à venir. Hein. Donc un prêtre, l'abbé Gosset, qui était aumônier auprès des étudiants chinois de l'université de Louvain, a envoyé un courrier à Hergé lui demandant de se renseigner un minimum sur la Chine, parce que là ça le faisait pas du tout, quoi. Donc Hergé a dit ouais, il y a un truc bizarre, quoi. Le mec me dit ça, je vais quand même aller voir. Donc il va faire la rencontre d'un étudiant, Chang Chung-jen, désolé pour ma prononciation asiatique, qui va bouleverser la vie et la manière de travailler de Hergé. Depuis le Lotus Bleu, en fait, il va prendre l'habitude de se renseigner sur les contextes politiques et géographiques dans lesquels il est censé écrire, sur l'histoire, sur la géographie des pays que Tintin visite, et surtout il apprend à engager ses récits au-delà de la pensée que lui dictait l'abbé Wallet. Oui, c'est à partir du Lotus Bleu qu'il va commencer à s'émanciper de la pensée réactionnaire de l'abbé Wallet. Ouais, clairement. Là, il va se rendre compte... En fait, à l'époque, la Chine était en conflit avec le Japon. Enfin, plus qu'en conflit, ils étaient envahis par le Japon, soyons clairs. Et tous les médias européens couvraient ça comme si c'était une bonne chose que le Japon envahisse la Chine. Et lui, en fait, dans le Lotus Bleu, il va prendre le contre-pied total. Mais vraiment, à tel point que l'ambassadeur du Japon va être très en colère contre Hergé à cause de ça. Donc, par souci d'honnêteté vis-à-vis de ses lecteurs, il décidera de continuer de faire des recherches préliminaires pour donner de la crédibilité à son œuvre. Et il va s'entourer de très nombreux assistants de talent. Donc, avant de commencer cette émission, on en parlait entre nous, hein, notamment Bob Demour.
qui est donc un des grands noms de la BD franco-belge, qui va aider Hergé à construire le monde de Tintin. Jacques Martin, donc pas l'animateur télé, mais le créateur d'Alix, va être aussi mêlé à ça. Et pour moi, une des plus belle influence qu'auront ses assistants, c'est l'influence de Edgar P. Jacobs, qui va de base travailler sur les décors dans Tintin, mais aussi qui va influencer les scénarios des 7 boules de cristal et du Temple du Soleil, qui sont mes 2 albums préférés, et qui ressemblent beaucoup plus en fait à des aventures de Blake et Mortimer qu'à du Tintin au final. Et c'est certainement pour ça que c'est mes 2 albums préférés. Je suis très très fan de Blake et Mortimer. Alors, on en reparlera peut-être pour un 1er avril une autre année. Tout à fait. Si Hergé s'inspire beaucoup de l'actualité du moment, en fait, il s'inspire aussi énormément de ce qu'il a vécu. Milou, le nom du chien de Tintin, c'est en fait le surnom qu'avait une de ses ex, et avec qui, on va dire, la rupture s'était mal passée. Il avait demandé à l'épouser et les parents de la demoiselle l'ont envoyé bouler. Les Dupont et Dupont, en fait, sont inspirés par son propre père et son oncle, qui étaient jumeaux et qui adoraient s'habiller de la même manière. Et il y avait tous les deux une grosse moustache. Voilà. Qui aimait porter des chapeaux. Voilà. Si l'un s'achetait un chapeau, le frangin allait s'acheter exactement le même pour être raccord. C'était paraît-il assez cocasse à voir. L'histoire ne dit pas si son père et son oncle étaient 2 complets guignols, plus gaffeurs l'un que l'autre. Non, mais ce que l'histoire dit de ces deux jumeaux que sont le père et l'oncle de Hergé, c'est qu'ils sont nés en fait de pères inconnus. Donc leur grand-mère a accouché du jumeau. Ils ont été adoptés par celui qui l'épousera plus tard et qui donnera donc le nom de Rémi à cette fratrie. Et en fait, la rumeur veut qu'ils soient les enfants d'un noble chez qui sa grand-mère travaillait en tant que servante. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'histoire de Haddock, qui est donc le noble destitué qui est tout perdu au point de finir alcoolique dans un bateau et à qui le professeur Tournesol va offrir Moulin à Sart quand il pourra l'acheter, quoi. Ouais. Et surtout, un autre point de détail qui est très très présent dans les œuvres de Hergé, c'est la peur de la folie. Il a une vraie phobie de la folie et qu'il retranscrit plusieurs fois dans ses albums, notamment, on parlait de Haddock, les accès de folie de Haddock, la drogue qui rend fou dans le Lotus Bleu, et tout ça, ça vient du fait que sa mère était quelqu'un de fragile psychologiquement, qu'elle a fini en asile, qu'elle a subi des électrochocs, et ouais, ça doit pas être super bon quand t'es gamin de voir ta mère dans cet état-là, quoi. Et d'ailleurs, Hergé a lui-même souffert de dépression pendant très longtemps. Oui. Et l'autre influence de sa propre vie, c'est qu'en fait, Tintin, en fait, doit son visage rond et sa houppette au propre frère de Georges Rémy, donc Paul Rémy. Pourtant, les deux finiront, on va dire pas par se détester, mais pas loin. Ça a une relation de famille très très ambiguë, on va dire. Mais néanmoins, quoi, c'est vraiment les traits de son frère pour retranscrire le héros qu'il affectionne particulièrement. Alors pour en revenir à la houppette, moi j'avais lu en fait qu'il avait mis une houppette à son personnage au tout début parce que c'était le meilleur moyen de toujours le reconnaître. Ouais, en fait, parce qu'il était pas encore très sûr de son style et c'était de faire un personnage à houppette, c'était pas assez de voir le héros il est là. Et en fait, c'est une technique qui sera employée très très fréquemment dans la BD en général, que ça soit manga, que ça soit comics, que ça soit franco-belge. C'est le procédé d'identification le plus rapide possible. Tu prends par exemple Superman, pourquoi il a un slip rouge par-dessus son costume bleu? C'est parce que le slip rouge, tu le verras de loin. Ouais. Et Maurice va reprendre l'idée de la houppette pour Lucky Luke, par exemple. Mais de base, en fait, la houppette, Tintin l'avait pas au tout début de l'album au pays des soviets, et c'est au passage d'une voiture qu'il va se retrouver avec la houppette, et là, Hergé qui va se dire, ça, c'est une bonne idée, on va y garder. Ouais, mais parce que je crois qu'il avait du mal à dessiner son personnage quand il était de profil notamment, alors que la houppette tout de suite. Voilà, comme quoi la voiture a dû passer très vite pour que Tintin garde une houppette pendant des années. C'est ça. Donc comme je le disais, son travail a influencé énormément d'artistes à travers le monde, et quel que soit le style, que ça soit du comics, que ça soit du manga, que ça soit du franco-belge, le travail sur Tintin a profondément marqué la BD en général. Mais c'est surtout en fait par son approche graphique qu'il a influencé le monde entier. Ouais, parce qu'il a lancé ce qu'on appelle la ligne claire, qui est un terme que tout le monde connaît maintenant, alors que pourtant, c'est en faisant les recherches que j'ai appris que c'est un terme qui a été théorisé qu'assez tard, en 1977, par Joost Zwart. Oui. Alors Joost Zwart, c'est un dessinateur de bande dessinée, moi je ne connais pas, mais qui a dessiné dans le style ligne claire. Alors c'est lui qui a défini ça dans une exposition à Rotterdam.
Alors c'était au départ la ligne claire, ça signifiait justement uniquement le style développé par Hergé. Donc pas plus que ça. C'est au fur et à mesure que ça a été développé et qu'il y a des règles qui ont été mises en lumière. En lumière, voilà. La ligne claire désigne à l'époque le style Hergé et tous les auteurs affiliés à l'école de Bruxelles. Alors tu as cité plutôt Bob Demour, Jacques Martin, Edgar P. Jacobs, tout ça, ce sont les auteurs qui travaillaient à Bruxelles autour d'Hergé et qui ont défini tout un style graphique. Ils sont même dans le studio Hergé, donc. Ah ouais. C'est pour ça que c'était l'école de Bruxelles, on aurait pu appeler ça l'école Hergé. Ouais. Hein. Ils sont animés donc tous par le même souci d'épure, de lisibilité, un trait net, toujours le même, la même épaisseur, pour quel que soit ce qui est dessiné, donc que ce soit un élément de décor ou un personnage, et des couleurs toujours en aplat. Oui, et surtout en fait le terme ligne claire vient que chaque élément doit être contouré. Tous. Et avec la même épaisseur de trait. Alors cette règle, les couleurs en aplat, alors comme j'ai cité, il y a plusieurs règles. Toutes les règles vont être bafouées par Hergé. Toutes. À un moment ou à un autre. Mais alors la règle des couleurs en aplat, c'est celle qui a été le moins respectée. Alors déjà parce que les premiers albums étaient en noir et blanc. Oui, donc forcément, t'avais pas le choix, tu faisais de l'aplat, soit du noir, soit du blanc. Voilà, c'est ça. Mais ils ont été colorisés plus tard avec des couleurs en aplat. Alors juste pour définir couleur en aplat, ça veut dire une seule couleur. Voilà. C'est-à-dire il n'y a pas d'ombre, pas de hachure, rien, juste une seule couleur. Quand c'est bleu, c'est bleu. Pas de tramage, pas de hachure et pas de dégradé. Et on parle des éléments de les vêtements, les visages, on parle de tout, mais on parle aussi du ciel, du sol, tout. Une seule couleur. Quand on dessine un ciel bleu, le ciel il est tout bleu. Mais bon, d'un côté, c'est normal que Hergé ait bafoué ses propres règles. Vu qu'il cherchait le moyen de les établir, fallait bien essayer. Voilà. Alors par contre, même une fois établi, il les a contournés. Je pense par exemple à Rackham le Rouge, où il a dessiné l'eau. L'eau n'est pas en aplat. Alors je pense que c'est un souci pour pas que ce soit trop ennuyeux, parce que faire tout un épisode qui se passe sous l'eau et d'avoir juste une seule couleur, c'était pousser le concept un peu loin. Toutes les flammes ne sont jamais en aplat. Alors là, je pense que c'est un souci de texture. Pas seulement de texture, c'est aussi un souci il veut donner un côté exceptionnel, un côté effrayant, en n'utilisant pas les aplats pour les flammes. En fait, c'est un code, mais dont il s'affranchit en fonction des circonstances. Mais ce qui est assez marrant avec le fait qu'il bafoue ses propres règles, c'est que donc lui, il avait aucun mal pour les bafouer. Par contre, ses assistants, c'était interdit. C'était interdit à tel point qu'il pourrissait la vie de Edgar P. Jacobs, qui lui. Et d'ailleurs, Edgar P. Jacobs, quand il a commencé à faire Blake et Mortimer, le premier truc qu'il a fait, c'est fini avec les aplats. Oui, non, puis au-delà de ça, tu prends ne serait-ce que le trait de contour, donc il respecte la règle du trait de contour. Chaque élément doit être une cellule en elle-même. Et en fait, les contours, la ligne est censée être de même taille. Lui, il s'en fout. S'il doit faire un trait plus fin, il le fera, quoi. Ouais. Et en plus, Edgar P. Jacobs très vite va aussi utiliser les hachures. Ouais. Que Hergé n'a jamais fait. Alors une autre règle très importante, c'est l'absence d'ombre totale pour les personnages. Les personnages n'ont jamais d'ombre dessinée. Par contre, les véhicules en ont. Alors ça, c'est assez étonnant qu'ils aient théorisé à ce point-là. À mon avis, ça c'est surtout venu d'une certaine fainéantise, quoi. Ça devait être galère de faire les ombres. Je suis pas sûr. Je pense qu'au départ, c'était parce qu'il était pas très sûr de sa technique. C'est ça, ouais. Et que ça lui permettait d'éviter de savoir où était positionné le soleil, où était positionnée la lune ou telle chose. Donc on s'affranchit de ça, comme ça on est tranquille. Mais je pense qu'après il a vraiment théorisé et que ça lui plaisait comme ça. Alors il s'en est affranchi encore une fois de cette règle, mais une seule fois. C'est dans l'Étoile mystérieuse mais c'est dans un souci vraiment pour rendre une situation vraiment dramatique. On voit les personnages qui ont des ombres éclairées par la lune d'ailleurs. Alors globalement, le style Linkler, comme je l'ai défini, c'est graphique, mais c'est aussi scénaristique et narratif parce que l'intrigue dans tous les épisodes de Tintin doit être simple et sans détour. Ça, on va retrouver ça dans tous les épisodes quasiment. Au point qu'il prend des raccourcis assez, on va dire, violents quand tu fais gaffe, quand tu lis l'album. Ça passe tout seul, mais si vraiment tu le lis de manière à décortiquer l'intrigue. De manière critique, oui, c'est vrai que c'est surtout les premiers. Tu prends le crabe aux pinces d'or. Moi, j'avais plutôt les cigares du pharaon qui me revenaient en tête. Oui, aussi, ouais. Mais le crabe aux pinces d'or, je rappelle que le début de l'album, Tintin récupère une pièce à conviction chez des flics. Ouais, je vous prends ça. Ouais, vas-y. Normal. Mais le réalisme, c'est pas ce qu'il recherche, Hervé. Ce qu'il faut, c'est que l'intrigue avance toute seule. Il faut du rythme. C'est surtout ça. Faut pas prendre ouais. Mais je pense que ça vient du phénomène du périodisme dans lequel il publiait. Il fallait que chaque planche, il se passe quelque chose dans chaque planche. Voilà, c'est la technique du strip périodique aussi. On peut penser notamment à Flash Gordon dans ce cas-là. Donc, en fait, ce genre d'histoire, comme tu dois les suivre régulièrement, il faut appalguer le lecteur.
Ouais. Mais on va revenir là-dessus. Hein. Mais bon, on va revenir à la ligne claire. Quand Hergé commence à dessiner, c'est pas venu de nulle part, hein, ce style de dessin. Bon, déjà, on en a parlé, il y avait ses limites de dessinateur, mais c'est aussi le style qui était le style de l'époque qu'on les retrouvait dans les revues pour enfants. Tu vois, Sig et Zig et Plus de Alain de Saint-Augan, c'était comme ça qu'il dessinait à l'époque, juste avant que Hergé commence à dessiner Tintin. Tu prends Bécassine, hein, qui est bien plus vieux que Tintin et qui déjà a la même approche graphique, quoi. Alors, tu en as parlé plus tôt, hein, le vrai changement, mais c'est aussi va arriver pour Hergé avec le Lotus Bleu, mais graphiquement également. Et on retrouve aussi l'influence de Chang Jong-zen, alors je sais pas si je le prononce mieux que toi, donc l'étudiant à Beaux-Arts qui lui a aussi enseigné quelques techniques de dessin, de culture et l'histoire chinoise. Et son style va être complètement affecté par ça. Je vais en finir juste avec les tout débuts de Tintin et notamment du Lotus Bleu. C'est évident que son style a complètement changé entre les cigares du Pharaon et le Lotus Bleu, et ça on peut très aisément le vérifier en regardant comment il dessine les rochers dans les cigares du Pharaon et dans le Lotus Bleu. Il a gagné en détail et en netteté, c'est incroyable. Et ça on peut vraiment l'attribuer à Chang Jong-zen. On va l'appeler Chang. Ce sera plus simple. Oui. Et une autre influence, alors là qui est beaucoup moins certaine, mais il y a beaucoup de circonstances troublantes, et je pense qu'on peut l'attribuer à Chang aussi, le fait que Hergé a probablement lu Shokan no Boken, qui est une bande dessinée japonaise datant de 1924. Donc avant le manga tel qu'il est clairement défini, quoi. Ouais. Et en fait, c'est une bande dessinée en style ligne claire, mais en total, avec les aplats, avec le dessin à la Hergé qu'on connaît maintenant, hein, mais datant de 1924. Je vous mettrai des exemples de dessins dans le billet de l'épisode, et ça met en scène les aventures d'un jeune garçon d'un écureuil, et certaines cases, à tel point que certaines cases de Shoko no Boken, j'essaie de le redire, vont être quasiment reprises à l'identique dans Tintin. Il y a même la couverture de l'affaire Tournesol qu'on retrouve à l'identique dans cette bande dessinée japonaise. Ça fait beaucoup de circonstances pour que ce soit vraiment fortuit. Alors le style nucléaire, il a continué à évoluer dans toutes les années 40. Donc comme je le disais, les règles n'étaient pas vraiment définies. Il les a faites au fur et à mesure. Je pense il s'est jamais dit il y a ces règles-là, mais ça se faisait de manière tacite. Et le style a atteint son apogée dans les années 50 pour ne plus bouger jusqu'à la fin. Mais à l'époque, dans les années 50, la quasi-totalité des BD qui sortaient suivaient ce style-là. On peut penser notamment dans les BD très connus, même chez la concurrence, le Spirou de Rob Vell, qui est dans un style purement ligne claire. Après, comme tu le disais, donc les œuvres de Jacques Martin et de Gerd P. Jacobs, qui sont en tout cas les premières, sont sorties dans un style identique à ce que faisait Hergé. Oui, tout à fait. C'est dans les années 60 que le style majoritaire a commencé à changer. On a assisté à une espèce de ringardisation du style ligne claire, avec l'apparition de la BD humoristique, cartoony, agronnée, avec l'émergence des séries vraiment cultes maintenant, comme Astérix ou Lucky Luke. La concurrence. Ouais, mais c'était normal. Mais ce qui est fou, c'est que le style qui était vraiment, il y avait que ça, d'un seul coup est devenu ringard et daté. C'est normal, hein, c'est à chaque fois ça. Tu prends le style de Jack Kirby, qui était le must du must durant les années 50. Arrivé les années 60, il y a une certaine réingardisation de son style, quoi, à la fin des années 60. Ah ouais. Et aujourd'hui, beaucoup redécouvrent Jack Kirby et sont hallucinés par le talent qu'il avait, quoi. Et on peut penser à des auteurs plus récents qui ont eu un succès incroyable dans les années 90 et qui ont un style daté maintenant, hein. Tous les artistes à la Jim Lee font très daté maintenant. Oui. Ouais, parce que le style a été surabusé. Ouais. Alors il y a eu un retour de la ligne claire en dehors d'Hergé. Hergé a toujours connu le succès. De toute façon, dès qu'un Tintin sortait, c'était un événement. Mais en dehors de ce que faisait Hergé, peu d'auteurs continuaient à dessiner dans ce style-là. Il y a eu un retour dans la fin des années 70, début des années 80, à des artistes comme Chaland ou Ted Benoît Chaland, qui a fait un Spirou aussi d'ailleurs en ligne claire. De nos jours, la ligne claire est toujours utilisée, mais pas beaucoup. Il y a peu d'albums qui sortent en ligne claire. Et quand elle est utilisée, c'est pour exprimer une nostalgie d'une certaine époque, et un côté dépassé de la technique renvoie immédiatement donc à cette époque-là dont on veut parler. Souvent, c'est des albums qui se passent justement dans les années 40 ou 50. Je pense encore une fois à Spirou, donc je sais plus quel auteur a sorti ça, évidemment, ça m'est sorti de la tête. Un Spirou, le Spirou vert de gris, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, qui est dessiné dans un style ligne claire. De toute manière, le style ligne claire est devenu une telle référence aujourd'hui que je crois que tous les auteurs à un moment donné s'y essayent. Alors à tel point que même des auteurs de comics ont fait du ligne claire. Alors évidemment, on pouvait pas ne pas parler de comics, même si on fait une émission sur Tintin. Moi, j'ai pensé tout de suite, quand j'ai essayé de réfléchir à des auteurs de comics, à Geoff Darrow. Oui.
Donc Jeff Darrow qui est très connu pour son travail avec Frank Miller, mais notamment sur Big Guy and Rusty the Boy Robot. Alors il mélange à la fois le style Linkler typiquement RG et le style manga. Et déjà que RG est influencé par la bande dessinée japonaise, c'est un retour aux sources. Au-delà du comics, même des artistes plus, on va dire, plus sérieux entre parenthèses, ont utilisé la ligne claire. Je pense à Andy Warhol, qui était un fan acharné de Tintin et qui a utilisé beaucoup la ligne claire dans son travail. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, aux États-Unis, Tintin est un retentissement vraiment marquant. On en reviendra à la fin quand on parlera des adaptations. Mais encore jusqu'à récemment, toujours pour revenir aux auteurs de comics, Darwin Cook a eu sa période Linkler, notamment dans son œuvre la plus connue, New Frontier, où il y a plusieurs planches qui sont dessinées dans un style complètement Linkler. Darwin Cook, quand on lui demandait pourquoi il avait fait ça, il disait parce que je voulais utiliser le côté rétro et nostalgique de la Linkler pour le mettre en lumière avec les cruautés de la guerre de Corée. Oui. Mais les choses qui ont changé, c'est le regard qu'on porte sur l'œuvre de Hergé, et notamment des accusations qui sont venues sur Hergé sur le tard. Mais alors c'est hallucinant, à chaque fois maintenant que je parle de Tintin avec quelqu'un, c'est impossible que la discussion ne tourne pas sur mais Hergé quand même il était un peu raciste, non? T'as vu Tintin au Congo? Oui, mais ça c'est le lot de beaucoup d'œuvres quand elles sont prises avec du recul. Prenons le cas de Samuel Clemens, donc Mark Twain, sous son nom de pub, qui aujourd'hui est taxé de racisme par certaines personnes parce que dans Huckleberry Finn, il utilise le terme nègre. Le problème, c'est quand il en parle, c'est pour parler de donc Jim, donc l'esclave noir qui s'est enfui et qui avec Huckleberry Finn va vivre l'aventure sur le Mississippi pour découvrir ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que le respect de soi-même et le respect des autres et ce que c'est que la liberté réellement. Donc moi, qu'on utilise un mot certes insultant et le message qu'on donne, je trouve qu'il y a un monde d'écart, donc de là de qualifier Mark Twain raciste, j'ai un peu de mal avec le concept. Là, le problème, c'est que par rapport à Hergé, c'est qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont en faveur de la thèse raciste. Parce que, comme on disait, il travaillait quand même dans un journal d'extrême droite, enfin on va dire radical, catholique, anticommuniste. Donc le truc c'est que oui, il était très jeune, il avait à peine la vingtaine, il devait avoir 23 ans quand il a commencé à... Il avait 22 quand il a commencé au Pays des Soviets. Donc forcément, il n'avait pas du tout l'éducation pour parler de ces sujets-là. Le soviet, notamment, il a utilisé un seul bouquin comme référence, et puis c'était peut-être pas le bouquin à avoir. Ah, puis en plus, c'était presque un travail de commande, Tintin, au Pays des Soviets, comme tu le disais. C'était l'abbé Wallet qui lui demandait, va m'écrire un truc qui dénonce le communisme. On va apprendre aux jeunes comment il faut penser. C'est exactement ça. Le problème, c'est que lui-même devait apprendre à penser par la faute de l'abbé Wallet. Il était très influençable et influencé. Et le truc, c'est que quand tu prends Tintin au Congo aujourd'hui, surtout quand tu le prends sans les cases corrigées, tu fais c'est pas bon. Mais en fait, oui, d'accord, mais il faut replacer dans le contexte. Dans le contexte de cette époque-là, la Belgique était un pays colonialiste. Et le Congo, c'était une colonie de la Belgique dans lequel le Belge allait apporter la bonne parole au bon petit sauvage. Le Zaïre, parce qu'on oublie souvent de dire que Tintin au Congo se passe au Congo belge, qui est aujourd'hui le Zaïre. Mais justement, si on oublie de le dire aujourd'hui, c'est que déjà à l'époque, Hergé, il le savait pas du tout. Pour lui, des Noirs, il avait jamais dû en voir de sa vie, quoi. Il savait que ce qu'on lui en disait, et forcément il avait l'image du fusilier congolais sur le paquet de Banania, quoi, tout au plus. Voilà. Le bon sauvage. Et c'était l'image qu'on avait à l'époque quand on ne s'intéressait pas plus que ça. Et tu prends Tintin au Congo, c'est d'une tristesse intellectuelle la manière dont il montre le pays. Mais d'un côté, comme tu dis, j'ai pas envie de dire que c'est raciste parce que voilà, ça se voit que c'est que de l'imbécilité. Là où dans le pays des soviets, il y a vraiment une volonté de nuire au gouvernement soviétique. Alors c'est pas du tout le cas dans Tintin au Congo, hein. C'est plus naïf qu'autre chose. Ouais, voilà, c'est d'une bêtise. Mais moi je trouve que c'est un bon document pour relater quelle était la pensée majoritaire de l'époque. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand j'entends qu'il faut censurer cet album et le retirer des rayons, non, il faut le laisser. Il faut mettre un avis, une mise en garde pour le lecteur avant, en expliquant clairement ce qui se passe. Mais c'est un document qui est hyper important. Je comprends que ce soit offensant pour beaucoup de personnes. Ah oui, non, mais c'est offensant. Mais tu prends, on parlait de Spirou tout à l'heure. C'est pas en mettant des œillères qu'on va justement que les choses vont changer. Voilà, on parlait de Spirou tout à l'heure. Il y a un strip de Spirou qui a circulé il y a quelque temps sur Internet où Spirou est avec un petit noir sauvage sur les rives d'un fleuve. Il lui lave et en fait il voit que sous la peau très très noire en fait il y a une peau
un peu plus clair, mais toujours, tu sais, marron, quoi. Et là, t'as Spirou qui dit, en fait, les noirs, ils sont pas noirs, ils sont juste marrons et sales. Ça, c'est beaucoup plus violent y a pas ça dans, y a pas ça dans Tintin au Congo. Hein. Quand j'ai vu la case, j'ai trouvé ça d'une violence, mais le truc, voilà, c'est que t'as pas ça dans Tintin au Congo, tu vois que c'est que de la bêtise et un manque d'éducation, clairement. Moi, je pense pas qu'on puisse qualifier Hergé de racisme pour en revenir au postulat de départ de ce que tu posais. C'est plus un auteur naïf et un peu ignorant. Ouais, mais le problème, d'ailleurs, il a fait preuve avec la suite de son œuvre qu'il était loin d'être raciste. Oui, mais le problème, c'est que voilà, à côté de ça, il appartenait quand même à l'extrême droite catholique, comme on l'a dit, par sa famille, par le fait qu'il travaillait donc au XXe siècle. Ses relations étaient du même style. Je parlais de Léon Degrelle qui lui a appris ce qu'était le comics américain. Léon Degrelle a fini quand même officier de l'armée allemande durant l'invasion en Belgique. C'était un nazi de premier ordre. C'était quelqu'un qui fantasmait avoir la même carrière qu'Hitler. C'était le chef du mouvement fasciste Rex. Et Léon Degrelle donc a fini condamné à mort par le tribunal belge après la guerre. Et il a survécu, forcément, jusqu'aux années 80 où il était apparemment assez pote avec Jean-Marie Le Pen. Donc c'est pas une super fréquentation quand tu vas voir... De toute façon, Hergé, pendant la guerre, a eu un comportement, pas ambigu, c'est pas le bon mot, mais disons un peu discutable. Disons qu'il il a voulu continuer à travailler et peu lui importer où il travaillait. Voilà, il était clairement opportuniste. Et le fait qu'il ait travaillé donc au journal Le Soir, qui est un journal belge, qui a été réquisitionné par l'envahisseur allemand pour la propagande, ça a pas aidé. Le truc, c'est qu'il a fait, lui, il voulait faire sa carrière tout simplement, mais il y a eu beaucoup d'artistes qui étaient dans le même style. On cite souvent Céline avec Hergé, mais je penserais plutôt à quelqu'un comme le comédien Sacha Guitry. Ouais, parce que Céline avait une pensée vraiment antisémite, ce que n'a jamais eu Hergé. Il y a eu des accusations autour d'Hergé sur un personnage qu'il utilise, qui est juif, que Hergé dépeint de manière un petit peu tendancieuse, on voilà. va dire. Mais dans un autre album, il fera complètement l'inverse. Donc je pense pas qu'on puisse accuser Hergé d'antisémitisme. Non, le truc, c'est que voilà, on parlait de Céline, même après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il écrivait, même si Céline reste l'une des plus belles plumes de la littérature française. Céline était une saloperie. Son discours était pur. Là où Hergé, plus il va avancer dans le temps et plus sa vision du monde va se changer complètement et qu'il va rester vraiment dans l'air du temps. Mais dès sa rencontre avec Chang, donc avec le Lotus Bleu, pour moi, il commence à changer et à prendre un discours de plus en plus humaniste. Oui. Et Tintin va devenir clairement humaniste. Et le mythe du bon sauvage, ça va complètement disparaître. Tintin va devenir ami avec tous les personnages dans tous les pays dans lesquels il va passer. Mais justement, pour faire ça, il a dû se baser sur une certaine réalité, un certain réalisme. Oui et non. Déjà, oui. Il a utilisé, on a déjà cité le pays des soviets, on a cité les Tintins au Congo, mais il va aussi utiliser des pays fictifs pour toutes les aventures de Tintin. Et moi, je pense immédiatement à la Bordurie à la Sildavie, donc plusieurs aventures vont se passer là-bas. Oui. Mais on peut aussi penser au San Théodoros de l'Oreille Cassée et de la dernière aventure de Tintin, Tintin au pays des Tintin et des Picaros. Oui. Et quand il fait ça, Hergé, encore une fois, il n'invente rien. Il utilise un sous-genre bien connu de la littérature jeunesse. Donc on en a discuté un petit peu avant l'émission. Toi, tu es très fan, le Ruritarian Romance. Donc c'est pas le style dont je suis fan, c'est de l'œuvre qui a inspiré ça. Le Prisonnier de Zenda. Ouais, qui est un excellent roman de KPDP qui date donc de la fin du 1894. Ouais, tout à fait. Et donc qui raconte l'histoire d'un jeune Anglais qui, sachant que sa grand-mère a fricoté avec un noble venu d'un pays qui s'appelle la Ruritanie, puis que étrangement tous les descendants de cette grand-mère ils ont tous un petit air qui ressemble vachement à la famille royale ruritanienne. Il décide d'aller rendre visite à ce pays-là, histoire de retrouver ce qui semble être ses vraies racines. Et donc, il va découvrir que le futur roi, qui va être couronné dans quelques jours, est réellement un de ses cousins, comme il le supposait, mais qui en plus, ils sont sosies. Le roi va se faire kidnapper, enfin le prince va se faire kidnapper, et lui, il va devoir prendre sa place, le temps qu'il retrouve la trace du prince et le libère pour qu'il soit couronné à temps. Tu vois, c'est devenu une trame qui est hyper classique.
Et alors pour le coup, il y a eu beaucoup d'adaptations au cinéma du président Zenda. Alors, j'ai oublié de citer l'auteur, c'est Anthony Hope. Anthony Hope. Ouais. Et il y a eu beaucoup d'adaptations au cinéma. Alors moi, j'en ai vu qu'une, c'est la dernière en date, il me semble, avec Peter Sellers, qui est à mourir de rire. Je le recommande évidemment. Mais alors, le concept du prisonnier Zenda, donc en tout cas, ce qui va devenir le concept sur la base du prisonnier Zenda, donc le Hereditary Romance, c'est l'idée d'utiliser un pays imaginaire où se déroule l'essentiel de l'action, mais qui s'inscrit dans un monde réel et contemporain. Donc ça permet à l'auteur, en fait, de faire arriver des aventures complètement géopolitiques, mais complètement farfelues, sans offenser personne. Alors très souvent, dans ces romans-là, ou dans ces œuvres-là, on a affaire à des pays des Balkans ou des Amériques du Sud, parce en tout cas au début du XXe siècle, c'est des régions aux frontières qui paraissent troubles. Pour Hergé, par exemple, l'Amérique latine, il j'avais jamais mis les pieds, tous les pays se ressemblent. Hein. L'avantage, en fait, du concept de cette écriture-là, c'est que tout simplement, tu prends les caractéristiques d'un pays et puis tu dis qu'il s'appelle autrement. Ouais. C'est comme si, au lieu d'écrire le Lotus Bleu en Chine et au Japon, pour éviter de se fâcher avec l'ambassadeur japonais, il lui aurait dit, mais non, regardez, ça se passe pas avec le Japon, ça se passe avec le Rapon. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Et alors c'est ce qu'il va faire pour l'oreille cassée. Alors Tintin, il part de Bruxelles, il va prendre le bateau au Havre, donc comme je le disais, on est dans un monde réel. Mais par contre, il va se rendre dans la république fictive du San Theodoros. Alors il y a aucun pays qui commence par San en Amérique latine. Non, il y a le Salvador qui est une capitale qui commence par San Salvador, mais c'est tout. Voilà, mais c'est tout. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'il a utilisé le San Theodoros. Et alors comme je le disais, il est jamais en Amérique latine. Par contre, à l'époque, c'est un grand lecteur du Crapouillo. Oui. Et Crapouillo, c'est un journal satirique de l'époque. À consonance anarchique de mémoire. Ouais. Donc on pourrait comparer ça au Canard enchaîné de maintenant. Oui. Sans le côté politique, ça revenait plutôt sur les événements du monde. Et il va y apprendre l'existence d'une guerre extrêmement meurtrière. Alors une guerre qui est encore très très méconnue, hein, même pour nous maintenant, c'est la guerre du Chaco, opposant la Bolivie au Paraguay entre 1932 et 1935. Est-ce que tu sais combien cette guerre a fait de morts pendant ces 4 ans de guerre? Ouais, je pense bien 100 000 personnes parce que ça a été une vraie hécatombe. Exactement 100 000 morts, ouais. Il y a eu 65 000 morts côté bolivien et 35 000 morts côté paraguayen. Alors, sachant que les populations de ces pays ne sont pas énormes, au nombre de morts par habitant, c'est colossal. C'était un quart des effectifs engagés dans le conflit qui est mort. C'est une hécatombe. Ah oui, une vraie hécatombe. C'est une des guerres les pires du XXe siècle, ouais. Du XXe siècle. Alors, à l'origine du conflit, c'est ça qui a provoqué la colère d'Hergé, c'est parce que la guerre ne vient pas de ces deux pays-là, mais viendrait d'intérêts économiques européens. Selon la rumeur, parce que, en tout cas, c'était comme ça que c'était présenté à l'époque à Hergé. Donc, il paraîtrait que maintenant, les causes étaient beaucoup plus profondes que ça et qu'il y a eu beaucoup de guerres, en fait, entre la Bolivie et le Paraguay avant. Surtout, le Paraguay est un pays très belliciste. Et c'est que les origines de cette guerre sont beaucoup plus multiples que juste des intérêts économiques. Donc pour revenir à ça, c'était des intérêts pétroliers, parce que le Chaco c'était un désert donc qui est situé entre les deux pays et qui était potentiellement riche en pétrole. Potentiellement. Voilà, on n'en a jamais trouvé. Hein. Et la compagnie américaine qui était implantée, je disais européenne, mais non, c'est plutôt occidentale. Donc la compagnie américaine qui était implantée en Bolivie, la Standard Oil, face à la Royal Dutch Shell, qui était une compagnie anglo-hollandaise implantée au Paraguay. Et donc pour la petite histoire, c'est le Paraguay qui a gagné la guerre. Gagné entre parenthèses, parce que comme on dit, le nombre de morts... c'est une petite victoire. Hein, une victoire à la Pyrrhus. Et surtout pour du sable, au final, vu qu'il n'y avait pas de pétrole. Alors je sais pas pourquoi Hergé n'a pas voulu que l'histoire se situe en Bolivie, en Paraguay, et qu'il a créé cette république bananière. Mais justement, parce qu'il s'était fait remonter les bretelles par l'ambassadeur du Japon. Comme je disais tout à l'heure, le Japon était censé être le gentil dans la guerre sino-japonaise. De le montrer sous un mauvais jour, ça avait fait quelques remous et il voulait pas renouveler l'expérience. N'en dis pas trop, j'y viens. J'y viens au Lotus Bleu. Mais avant, donc toujours dans les pays fictifs, il y a eu en 1938 le sceptre d'Ottokar. Alors là, on en parlait, donc la Sildavie et la Bordurie. Alors, on est en 1938, donc là, les temps sont très troublés, hein, ça n'échappe à personne, même pas à Hergé. Il va utiliser la Sildavie et la Bordurie pour raconter ce qui se passe avec l'Allemagne nazie et l'Autriche, l'Anschluss, où l'Allemagne va carrément annexer son voisin. Il va utiliser aussi une deuxième métaphore avec les Sildavie parce qu'il va clairement dépeindre une 5e colonne dans le sceptre d'Ottokar et qui déstabilise le pays de l'intérieur. Et ça, c'est clairement ce qui va arriver avec la Pologne et l'Allemagne. Donc l'Allemagne est carrément un autre truc avec la Sildavie, en fait, c'est que ça représente aussi la Belgique. C'est le pays un peu naïf. Voilà, c'est ça. C'est le présente comme un pays naïf avec en fait, la 5e colonne, ça serait carrément ses potes à lui, Léon Degrelle et compagnie, qu'il est en train de condamner.
Ouais. Et on revient sur le racisme. Au final, il a sorti le sceptre d'Ottokar, qui est un pamphlet à charge contre l'Axe et contre les régimes fascisants, quoi. Ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que dès 1938 il fait ça, alors qu'en 1942 dans l'Histoire mystérieuse il va faire un peu l'inverse. Bon, donc quand il travaille pour Le Soir, donc un journal d'extrême droite en Belgique, là il va pas tous les protagonistes seront des personnages issus de l'Axe. Mais bon, à l'époque il était sous. Et le méchant est américain. Voilà. Mystérieuse. Tandis que dans le sceptre d'Ottokar, le grand méchant s'appelle quand même Mussler. Oui. Mussolini, Hitler, Mussler. La différence, c'est que voilà, là, il était avant l'invasion de la Belgique, et pour l'étoile mystérieuse, il est carrément, il a le fusil allemand broqué sur la nuque, quoi. Ouais, c'est ça, les pieds et poings liés. Bon, après, il était pas obligé de faire une histoire avec un contexte géopolitique, hein. Oui. Oui, alors, mais il gardait sa ligne directrice. Ouais, c'est ça, mais qui va garder jusqu'au bout. Il va continuer à utiliser la Sildavie et la Bordurie dans l'affaire Tournesol. Alors par contre cette fois-ci, donc on n'est plus avec l'Allemagne nazie, mais on est dans un contexte de guerre froide entre l'Est et l'Ouest, et il va utiliser encore les deux mêmes pays pour dépeindre ça. Alors par contre, il va pas prendre parti, contrairement au sceptre d'Ottokar. Il va juste se moquer un petit peu du culte de la personnalité du leader moustachu de la Borderie, qui est une allusion directe à Staline. Et la dernière fois qu'il revient en Sildavie, ça sera pour emmener tout le monde sur la Lune. Ouais. Il fera tellement dans le réalisme qu'au final, il aura inventé le voyage sur la Lune quasiment 10 ans avant. Mais par contre, c'est toujours le même contexte de guerre froide que dans l'affaire Tournesol, où tu as aussi une course à la Lune entre l'Est et l'Ouest, exactement la même que celle qu'il y avait entre les États-Unis et la Russie. L'URSS, ouais, mais avec une quinzaine d'années d'avance, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est hallucinant, hein. Il était précurseur pour l'invasion de la Belgique par l'Allemagne d'une année, mais là, il a plus de 10 ans d'avance pour le premier homme sur la Lune. Bon, c'était dans l'air du temps, hein. Oui. Ça vient pas nulle part, hein. Non, il s'était inspiré aussi d'un film qui était sorti en salle à ce moment-là, où les Américains envoient une fusée sur la Lune. Notamment les banquettes sont un copier-coller de ce qu'il a vu dans le film. Alors, tu en parlais, on en a beaucoup parlé déjà, Tintin au pays des soviets, et de l'abbé Wallace qui voulait informer les jeunes lecteurs sur le danger du communisme. Là, Hergé, en tout cas au début de sa carrière, a utilisé des pays réels. Tu en parlais d'un livre qui lui a servi d'inspiration. Alors, c'est un livre qui s'appelle Moscou sans voile, qui était écrit par un ancien consul belge, très 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 anticommuniste, qui est revenu donc avec une petite liste d'anecdotes dont il a fait un livre. Et Hergé va en reprendre des passages entiers. Oui, pour faire Tintin au pays des soviets. Et puis pour le côté historique aussi, il était aidé lors de la conception des planches par un ancien noble russe qui avait été obligé de se sauver du pays lors de la révolution d'octobre, qui est notamment a fait tout le lettrage des lettres cyrilliques. D'accord. Je savais pas ça. Mais ça, en tout cas, cette œuvre-là reflète parfaitement la mentalité de l'époque. En tout cas, pour la bourgeoisie belge, en ce qui concerne l'URSS. Tout n'est pas faux dans ce qu'on voit dans Tintin, pays des soviets. Mais en tout cas, le très très grossier et ça manque de finesse, mais il y a beaucoup de fantasmes quand même. Oui, tout à fait d'accord. Donc ensuite, il va au Congo, il va aux États-Unis. Donc ça, on n'a pas parlé des États-Unis, mais bon, il n'y a pas grand-chose à en dire encore. Enfin, c'est encore, il y a jamais mis les pieds à un moment où il fait cet album-là. Il fantasmait sur le pays depuis son enfance. Notamment, il dessinait beaucoup de cow-boys et d'Indiens. Mais il va prendre parti pour les Indiens dans cette. C'est ça qui est surprenant parce que j'ai fait des très 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 rapide recherche. En gros, j'ai cherché sur Google pendant 2 minutes pour voir quand est-ce que vraiment des artistes ont pris position pour la communauté indienne. Et l'une des traces les plus anciennes que j'ai pu trouver, c'est un film qui s'appelle Soldat Bleu. Ouais, qui date de quand? Il date de 1970. Ouais, moi je pensais à un autre film qui doit dater de l'année d'après, 1971, c'est Little Big Man avec Dustin Hoffman. Oui, très très bon film aussi. Et donc c'est dans le cinéma, en tout cas c'est venu bien après. Hein. Ouais. Alors, on a déjà parlé des Américains qui écrivent leur propre mythologie à leur avantage, et c'est vrai qu'il a fallu attendre la contre-culture pour que le vrai visage du grand remplacement, je sais pas comment le dire, mais la conquête de l'Ouest, qu'on montre qu'elle a été sur le dos. Elle a été sur le dos des Indiens, elle a été sanglante. Ah oui. Et alors que Hergé, lui, a présenté ça dès le début des années 30. Ouais, non, c'était vraiment gros précurseur sur ce coup-là aussi, quoi. Ouais. Et donc, on en revient toujours au Lotus Bleu, donc il se rend en Chine dans le Lotus Bleu, et tu en parlais, il prend clairement position pour la Chine contre le Japon, qui a annexé la Mandchourie. Alors, très simplement, ce qui s'est passé, il y a eu un attentat commis par des Japonais contre leurs propres intérêts. Et c'est étrangement ce qu'on voit apparaître dans le Lotus Bleu exactement, où il y a l'attribution de cet attentat a été attribuée à des bandits chinois par les Japonais, alors que c'était les Japonais qui ont commis cet attentat, encore une fois. Donc, en représailles, les Japonais ont annexé la Mandchourie et l'ont occupée.
Alors, dans le Lotus Bleu, Hergé va même montrer le Japon quittant la SDN, parce que la SDN, la Société des Nations de l'époque, donc l'Organisation des Nations Unies avant la Seconde Guerre mondiale, va demander au Japon de se retirer, le Japon va refuser et quitter la SDN. Donc avant l'Allemagne, le Japon a déjà quitté la SDN. C'était un Brexit avant l'heure. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se passait en 1933. Alors, à la fin du Lotus Bleu, les Japonais se retirent finalement. Parce que Hergé avait une obligation d'avoir une fin heureuse, une happy end par son journal, alors que ça, par contre, ça s'est pas passé dans la réalité. Hein. C'est la seule différence qu'il y a avec la réalité. Bah, d'un côté, fin heureuse, je rappelle qu'à la fin de l'album, c'est le seul album où il part quasiment en larmes, enfin même carrément en larmes, en abandonnant Chang derrière lui, quoi. En abandonnant Chang à son sort, oui. Mais on retrouvera Chang dans Tintin au Tibet, ouais. un autre pays réel, et encore, c'est encore un truc étonnant avec Hergé, c'est qu'il va prendre position pour le Tibet contre la Chine. Oui. À un moment où c'était pas la mode. Hein. Ouais, et puis malgré l'amitié qu'il a pour Chang à la base, quoi. Ouais. Alors pour en revenir au Lotus Bleu, moi j'ai retrouvé une citation de Benoît Peters, qui est un historien, un tintinophile, un spécialiste d'Hergé, qui a dit à propos du Lotus Bleu: tout ce qui est dit de ce conflit est d'une authenticité si rigoureuse que l'on pourrait étudier cette période de l'histoire chinoise en se fondant uniquement sur le livre d'Hergé. Bon, j'avoue que moi toutes mes connaissances sur ce sujet-là viennent du Lotus Bleu. Hein. Ça fait un peu pareil à la base. Il y a un autre exemple, juste pour finir sur les pays réels et sur la géopolitique, la Palestine, que Hergé a utilisé dans Tintin au pays de l'or noir en 1939, et la Palestine sous mandat britannique à l'époque. Alors c'est un peu plus difficile parce que moi j'ai jamais lu la première version. Tintin au pays de l'or noir a été retravaillé à plusieurs reprises, et notamment sous la demande des Anglais, parce que la version qui était publiée à l'époque ne leur convenait pas. Et Hergé a retravaillé plusieurs séquences de Tintin au pays de l'or noir pour faire plaisir aux Anglais. Il y a plusieurs albums comme ça qui ont été retravaillés pour les éditions internationales. Parce que, notamment on parlait de l'Étoile mystérieuse, qui, dans la version française, le bateau adverse de nos héros est un bateau américain qui vogue sous pavillon américain. Et là, dans la version internationale, en fait, ça a été remplacé par un pays fictif. Ouais. Donc, si on parle aujourd'hui de Tintin et que notre concept, c'est de parler de succès, donc là, je présume que les chiffres de vente sont plutôt bons. Ah bah, Tintin a eu un petit succès dans le monde. Alors, on le disait dès le début, hein, même Hergé était surpris, comme tu le disais, la scène du train avec le faux Tintin qui revient d'Union soviétique accueilli par une foule l'attendant. Donc tous les albums de Tintin se sont vendus à des millions d'exemplaires. Au jour d'aujourd'hui, Tintin s'est vendu à plus de 220 millions d'exemplaires dans le monde. C'est énorme. Ouais, chaque année, plus d'1,5 million d'albums se vendent de Tintin, encore maintenant. Tintin est traduit dans 96 langues. Mais le truc, c'est que pour nous, francophones, hein, surtout, pour nous, Tintin, c'est quand même la BD héritage. C'est genre, si tu dois acheter une bande dessinée pour un gosse, tu pars sur du Tintin, tu pars sur du Astérix, tu pars tu vas pas te tromper. Tu pars sur du Lucky Luke, quoi. Tu sais que, voilà, c'est les BD que tu peux léguer en héritage. Tu vas pas faire lire Killing Joke à un gamin de 6 ans, quoi. Ouais. Le truc qui est assez marrant avec Tintin, c'est que c'est quand même... Là, on va parler des adaptations tout à l'heure, mais notamment dans la dernière adaptation, il y a une scène où on voit Tintin avec un flingue. Il y a eu un tel scandale que la scène a été changée pour que ça soit un talkie-walkie à la place du flingue. Et pourtant, Tintin, c'est violent comme univers. On en a parlé, hein, déjà tout l'univers géopolitique, c'est... Non, puis même visuellement, quoi. Visuellement aussi, ben oui, on peut penser à Tintin en Amérique, notamment... Et puis, oui, t'as des scènes de fusillade de tous les côtés. Ouais. T'as quand même Chang qui se jette sur Tintin pour éviter qu'il meure par balle. On a aussi des contextes moraux assez étranges, comme je disais, le spectre de la folie qui terrifie Hergé en permanence, et qui est présent dans Tintin. L'alcoolisme de Haddock. Oui. Parce que c'est pas bon, d'accord, hein, il boit 2 bières, il est complètement pété, on dirait moi, mais le truc, c'est le personnage est alcoolique, on n'hésite pas à le présenter en tant que tel, quoi. Et il n'hésite pas à tuer des personnages, je pense notamment au Voyage sur la Lune, hein, quand il revient. Le personnage du traître n'hésite pas à se sacrifier. Dans n'importe quelle bande dessinée pour enfants maintenant, la rédemption ne se ferait pas par la mort. Non, c'est ça qui est assez étrange, c'est que c'est une série assez violente au final, mais oui, on n'hésite pas une seconde à l'offrir aux gamins, parce qu'on sait que c'est un carton plein à chaque fois, quoi. Ah ouais. Après, je pense que l'évolution dans l'œuvre d'Hergé de plus en plus vers l'humanisme va dans ce sens-là. Oui, puis c'est pas une BD humoristique, Tintin, mais c'est une BD qui a des jolies valeurs. Oui, en tout cas pour la plupart des albums. Oui, voilà, parce que Congo, on va passer quand même.
Non, et puis au-delà de ça, c'est aussi un album doudou. Ouais. Tu l'as lu, tu t'hésites pas à le faire lire à des gamins. C'est un peu comme Mario dans le jeu vidéo, quoi. Si tu dois acheter un jeu vidéo pour un gamin de 6 ans, tu vas partir soit sur du Pokémon, soit sur du Mario, parce que c'est des valeurs refuges, quoi. Mais l'argument de vente, la bande dessinée pour les enfants de 7 à 77 ans est très vrai, parce qu'à tout âge, on va y trouver divers degrés de lecture. Hein. Je reviens encore au Lotus Bleu. On en apprend sur l'histoire de l'époque de cette région-là en lisant Tintin. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, que je refuse qu'on censure le Congo. Parce que malheureusement, malgré le côté puant de l'album, c'est un témoignage d'une époque. Ouais. Et que c'est hyper important. Ça reste hyper important. Pour comprendre comment les gens étaient à l'époque. Bête. Donc du coup un peu méchant forcément. C'est justement pour pas oublier, faut que ça reste dans les rayons, quoi. Mais après, voilà, faut la prudence et expliquer aux jeunes pourquoi c'est puant comme discours. Je parlais des adaptations, justement, il y en a eu toute une flopée. Alors oui, évidemment, on pense tout de suite aux films très récents, mais il y a eu des films bien avant celui de Spielberg. Oui, tout d'abord, on va parler un peu de la série animée qui a fait nos belles soirées du mardi sur France 3, enfin FR3 à l'époque. Ah, j'avais oublié que c'était le mardi soir, ouais. Tiens. À 20h45, ton épisode de Tintin le mardi soir. C'était en 92, c'est vraiment une excellente série dont justement on a utilisé le thème en version métal pour le générique de l'émission. Cette série elle reprend que 21 des 24 albums, donc ils ont dégagé les deux plus polémiques, donc au pays des soviets et au Congo, et l'Alphart qui était inachevé à l'époque. Avec un album inachevé, ouais. Franchement cette série, la musique est dantesque. Pour moi, c'est l'une des meilleures musiques de dessins animés avec le générique de la série animée Batman. Ah bah de toute façon, alors, 2 notes et on sait tout de suite. Voilà, l'animation est excellente, le casting vocal est juste parfait, quoi. Une fois que vous avez connu cette série, vous pouvez pas entendre une autre voix pour Tintin et Haddock. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai relu tous les Tintins adultes et je les ai lus avec la voix de la série télé dans la tête. C'est pareil. C'est assez incroyable. C'est pareil, j'ai le même réflexe. Et du coup, je retrouvais pas les voix que j'avais dans la tête quand j'étais petit. L'une des modifications majeures de la série animée par rapport aux albums, c'est que Milou, il parle plus. Et c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Mais en autre adaptation, bah moi je vais parler de Tintin et le Temple du Soleil. Comme je vous ai dit, c'est l'un de mes albums préférés de Tintin, mais c'est surtout par ce biais-là que j'ai découvert Tintin à l'époque. Donc c'est un long métrage d'animation qui date de 69, avec au casting vocal Philippe Auguste. Donc doubleur officiel de Captain Flamme et Ken le Survivant, quoi. Ce film-là est vraiment excellent et reprend donc pour moi l'une des meilleures aventures de Tintin, parce que c'est une aventure de Blake et Mortimer en fait. En autre adaptation, on a en fait 3 films, donc un long métrage d'animation et 2 films live. En prise de vue réelle. Voilà. Donc le film d'animation c'est Le Lac aux requins, le film en prise de vue réelle c'est Le Mystère de la Toison d'Or et Les Oranges Bleues. Donc Le Lac aux requins date de 72. J'ai un très 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 bon souvenir du Lac aux requins et un très mauvais souvenir des Oranges Bleues. Un peu pareil. La Toison d'Or, je suis pas sûr de l'avoir vu. Bah le Lac aux requins, j'en ai très peu de souvenirs, je dois t'avouer. Alors, je me souviens d'avoir adoré quand je l'ai vu quand j'étais petit. J'avais aimé. Le Mystère de la Toison d'Or, ça ne me dit strictement rien. Et Les Oranges Bleues, je l'ai revu j'étais un peu trop vieux, en fait. Les films datent de 61 et 64. Et c'est à peu près aussi bien joué que Les Gendarmes à Saint-Tropez. Ouais. Donc, ce qui est un peu perturbant quand tu regardes du Tintin, quoi. Ce qui est intéressant à mentionner quand même, c'est le fait que ce soit des œuvres originales. Oui. Ce sont pas du tout des adaptations de BD, alors que elles ont été. Je sais pas si Hergé les a, supervisées. Ouais. Enfin, elles sont validées par Hergé à 100%, quoi. Le truc, voilà, ces films-là, comme je te dis, je m'en souviens très peu. Et ce qui est dommage, c'est qu'on risque d'avoir du mal à avoir des histoires originales de Tintin maintenant, à cause de la Fondation Moulin-Sarr qui gère les droits. Alors c'est pas seulement à cause de la Fondation Moulin-Sarr, c'était aussi dans le testament d'Hergé. Hergé ne voulait pas que son personnage perdure après lui. Et du coup, la Fondation Moulin-Sarr perpétue son désir et interdit toute utilisation du personnage de Tintin dans quoi que ce soit. Donc on n'aura pas de BD de Tintin avant un bon moment. Oui, bien le problème, voilà, c'est qu'ils essayent aussi tout de garder la c'est peut-être pas plus mal, hein. Ouais, mais d'un côté, ils essaient de garder la poule aux œufs d'or chez eux. Normalement, donc en 2053, Tintin va tomber dans le domaine public. Et ils font tout pour repousser l'échéance parce qu'ils refusent de perdre les droits sur Tintin, quoi. Ouais. Alors on en parlait avant d'enregistrer. Moi, je savais que Lewis Trondheim avait déjà préparé il a une bande dessinée dans ses cartons qui est toute prête à sortir le moment où les droits sont, voilà. Sont ouverts. Et d'après certaines rumeurs, il serait pas le seul. Et c'est que des grands noms actuels qui, à mon avis, ça doit être la bande à Trondheim. L'association. Voilà, ça doit être toute la bande, à mon avis, qui ont fait ça vraiment pour pourrir Moulin-Sarr.
Alors, je sais pas si on verra ces bandes dessinées un jour de notre vivant, mais bon, on peut rêver. Moi, j'aimerais bien voir un Tintin par Lewis Trondheim, par exemple. Pareil, mais du coup, on s'est retrouvé avec une nouvelle adaptation de Tintin il y a quelques temps, donc en 2011 de mémoire, donc Le Secret de la Licorne. Alors là-bas, ça devait être 2 voire 3 films. Oui, mais c'est toujours dans les cartons, hein, c'est toujours prévu pour être une trilogie. Donc c'est un film en animation de synthèse. En motion capture. Voilà, juste réalisé par Steven Spielberg. Excusez du peu. Produit par Peter Jackson, écrit par Steven Moffat et par Edgar Wright. Alors Steven Moffat, le papa de Sherlock, récemment, qui a été longtemps sur Doctor Who. Et Edgar Wright, qui pour moi est le seul vrai grand réalisateur qui soit apparu depuis le début du XXIe siècle. À qui on doit la trilogie du Cornetto. Voilà. Qu'on aime ou pas ces films, d'un point de vue formel, ce type est un génie. Et c'est en fait Moffat, Wright et Jackson sont des fans de depuis l'enfance de Tintin. Alors ce qui est très marrant, c'est que Moffat et Wright sont 2 Anglais, Spielberg est un pur Américain et Peter Jackson est un Néo-Zélandais. Donc ce sont 3 Anglo-Saxons qui se sont appropriés l'univers de Tintin, qui est, comme on le disait, purement français, purement franco-belge. Oui, mais ça montre l'universalité de Tintin. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment Tintin, ça parle à tout le monde, quoi. Et tu vois, Spielberg, même juif, le côté antisémite de Hergé. Ça le dérange pas, lui. Et puis, non, mais je pense que c'est très exagéré ce côté-là. Oui, je pense aussi. Mais le truc, c'est que voilà, donc là, on est censé avoir une trilogie. On espère qu'on l'aura au final. Le deuxième devait être fait par Peter Jackson. Alors Peter Jackson qui a fait la trilogie du Hobbit. Je sais pas sur quoi il travaille en ce moment. Je crois que personne sait, même lui. Donc à moi, il vient de finir. Je pense qu'il avait besoin de repos après le Hobbit. Ouais, ou à mon avis, il y avait des rumeurs qui voulaient qu'il lance une série télé sur le Silmarillion. D'accord. Il est toujours dans l'univers de Tolkien. Donc. C'est un fan de Tolkien. Hein. Donc le film, en fait, une synthèse de 3 albums. Donc Le Secret de la Licorne, Le Trésor de Rackham le Rouge, qui sont tes 2 favoris. Et Le Crabe aux pinces d'or, puisque c'est dans cet album qui fait la rencontre de Haddock. Et un Tintin sur Haddock, c'est inconcevable une fois que tu le connais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un personnage central. Pourtant, il apparaît, je crois que Le Crabe aux pinces d'or, ça doit être le 11e ou le 12e de mémoire. Ouais, mais voilà. Donc il n'apparaît que dans la moitié des épisodes de Tintin. Mais c'est pour ça que je dis qu'à partir du moment où tu le connais, c'est inconcevable de penser à une histoire sans lui. Le film était vraiment plutôt cool. Moi, j'avais beaucoup aimé. Vraiment sympa, ouais, très plaisant. C'est de pure aventure, un pur film de Spielberg dans ce qu'il faisait dans les années 80. Oui, mais quand tu t'es tapé Indiana Jones et le Crâne de cristal, t'es content de voir Spielberg nous refaire un vrai film d'aventure. Ouais. J'aime beaucoup. Alors après la motion capture, c'est faut s'y faire, quoi. Et c'est pour ça on en parlait avant l'émission. Alors il a toujours été question de Spielberg et Peter Jackson pour les 2 premiers. Le 3e, on n'a jamais vraiment su quel réalisateur devait s'y atteler, mais il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de Zemeckis qui a fait beaucoup de films en motion capture. Oui, ça peut être intéressant de voir dessus, quoi. Déjà que là, Spielberg qui se débarrasse en fait du carcan de la physique pour faire un plan séquence. Ouais. Donc on se retrouve avec un plan séquence haletant d'action qui va dans tous les sens, totalement surréaliste. Et c'est du grand Spielberg, vraiment. Ce film est très 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 cool à regarder et je le conseille fortement si vous l'avez jamais vu. Je pense qu'on a fait le tour de l'univers de Tintin, là. Oui, on va se quitter déjà en vous rappelant que vous pouvez nous retrouver sur notre site. Alors, on va essayer de mettre plein de bonus, pour vous montrer les différents exemples graphiques, la ligne claire, les influences. On a les copains de Geeks et Légendes qui ont sorti 3 épisodes sur Tintin. On mettra les liens de leur podcast là-dessus. Ils sont beaucoup plus complets. Ouais, voilà, là, c'est toute l'histoire de Tintin, ils ont tout fait. Voilà, vous avez une douzaine d'heures de Tintin, si ça vous intéresse à écouter. Il y a 2 heures de perdu qui a fait un podcast sur les cigares du pharaon. On va vous mettre le lien et puis aussi vers leur podcast à côté sur l'univers de Tintin en général. Oui. N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook et sur Twitter. On est un peu plus actif sur Facebook que sur Twitter, mais on regarde tous les messages qu'on nous laisse. Oui. Et on va se quitter en musique. Et oui, et la musique, c'est toi qui l'as choisie. Oui, alors, moi j'ai beaucoup aimé le dernier film de Spielberg sur Tintin, et donc évidemment, qui dit Spielberg dit John Williams. Et John Williams a composé une musique pour ce film sur Tintin. Et il a composé un score que je trouve absolument superbe. Donc, une fois n'est pas coutume, on se quitte pas avec une chanson, mais on se quitte avec une bande originale de film. Donc, John Williams sur Le Secret de la Licorne. Vous n'allez pas vous plaindre, hein, John Williams, franchement. Allez, au revoir. Allez, au revoir.
Donc là, dans les deux versions en prise de vue réelle, c'est Jean-Pierre Talbot qui jouait le rôle du reporter. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il venait en voiture? Bah, je me rappelle plus. Jean-Pierre Talbot. Peugeot Talbot.